Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fondamental pour comprendre la science moderne. Oui, on va parler de Karl Popper et de son livre majeur, La logique de la découverte scientifique. Exactement, un livre publié initialement dans les années 30, mais dont les idées résonnent encore très fort. Absolument. La question qui nous guide, c'est qu'est-ce qui fait qu'une idée est scientifique? Comment la science fonctionne-t-elle vraiment? C'est le fameux problème de la démarcation chez Popper. Distinguer science et autre chose. Oui, distinguer par exemple la théorie de la relativité et disons l'astrologie. Ou la psychanalyse, que Popper mettait d'ailleurs dans le même sec, de ce qui n'est pas scientifique selon ses critères. C'est ça. Donc, notre exploration aujourd'hui, essayer de saisir les idées maîtresses de Popper sur la méthode. Et, attention, ça pourrait un peu secouer nos idées reçues. Ah oui? Comment ça? L'idée centrale de Popper, c'est que la science ne chercherait pas à prouver ses théories, Mhm. mais plutôt à les réfuter, à montrer qu'elles sont fausses. C'est assez contre-intuitif, effectivement. Complètement. On va voir ce que ça implique. C'est parti pour décortiquer ça ensemble. Allons-y. Alors, traditionnellement, on imagine souvent la science comme ça. On observe des faits, encore et encore. Oui, l'image classique. On voit une régularité et paf, on en tire une loi générale. C'est l'induction. L'exemple typique, on voit plein de signes blonds, on conclut, tous les signes sont blancs. Voilà. Mais c'est là que Popper intervient et dit « Attention, il y a un vrai souci logique avec ça. Ah oui. Lequel? Ce n'est pas parce qu'on a vu, disons, 1 million de signes blancs qu'on a prouvé que tous les signes, sans exception, passé, présent et futur, sont blancs. D'accord. Il suffit d'en trouver un seul, un signe noir, et toute la belle généralisation s'écroule. C'est logique, oui. On ne peut pas vérifier un énoncé universel avec un nombre fini d'observations. Exactement. Le passage du particulier à l'universel certain par l'observation seule, ça ne tient pas logiquement. Et c'est ça qui amène à sa grande question. Oui, le problème de la démarcation. Si on ne peut pas vérifier complètement nos théories universelles, comment distinguer une théorie scientifique, comme celle de la gravitation? D'une idée non scientifique ou pseudo-scientifique? Voilà. À son époque, les positivistes logiques avaient une réponse. Oui, j'allais y venir. C'était quoi leur idée? Pour eux, c'était simple. Une affirmation est scientifique, ou même a du sens, si et seulement si on peut la vérifier par l'expérience. Si on peut montrer que c'est vrai par des faits observables. C'est ça. Sinon, c'est de la métaphysique, du blabla. Ça paraît assez direct comme critère. Oui, mais Popper leur rétorque « Attention, votre co-critère est trop fort ». Trop fort? Mais oui, parce que si on l'applique strictement, même les lois scientifiques elles-mêmes, comme tous les corps s'attirent, ne sont pas strictement vérifiables, comme on vient de le dire. Ah d'accord. Le critère éliminerait la science elle-même. Exactement. Il jette le bébé avec l'eau du bain, si on peut dire. C'est là que Popper propose sa propre solution, son propre critère. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur poppérien, si je puis dire. Tout à fait. Si ce n'est pas la vérificabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la réfutabilité ou falsificabilité, le terme qu'il utilise souvent. Réfutabilité, c'est-à-dire? Une théorie est scientifique si, et seulement si, elle peut potentiellement être contredite par l'expérience. Il doit être possible d'imaginer une observation, un test, qui pourrait montrer qu'elle est fausse. Elle doit pouvoir être mise à l'épreuve et risquer d'échouer. Précisément, elle doit faire des prédictions risquées. Si ces prédictions ne se vérifient pas, la théorie est réfutée. Donc l'importance n'est pas d'accumuler les confirmations, Non, mais de chercher activement les points faibles, les endroits où ça pourrait casser. c'est toute la différence. Il y a une asymétrie logique fondamentale ici. Une asymétrie. Oui. 1000 observations de signes blancs ne prouvent pas que tous les signes sont blancs. D'accord. Mais une seule observation d'un signe noir réfute cette affirmation de manière concluante, logiquement. Ah oui, vu comme ça, c'est clair. Un contre-exemple suffit à invalider la règle universelle. Voilà. Et c'est cette possibilité logique d'être réfutée par un contre-exemple qui est la marque de la scientificité pour Popper. C'est une idée puissante quand on y pense. Il y a une citation qu'il aimait bien, de Novalis, je crois. Ah oui, les hypothèses sont des filets. C'est ça. Seul celui qui lance attrapera. La science, ce serait lancer des filets audacieux. Oui, des filets pour essayer d'attraper le monde. Mais surtout des filets dont on peut vérifier les mailles, voir s'ils tiennent. Donc, la méthode scientifique, selon lui, c'est plutôt déductif. Oui, déductif et critique. On part d'une conjecture, une hypothèse audacieuse, parfois même un peu folle, spéculative, Une idée risquée. très risquée. Et ensuite, le travail crucial, c'est de la tester sans pitié.
de chercher non pas la petite confirmation facile, Mhm. mais l'expérience cruciale, le test sévère qui pourrait la mettre à terre. Ça dépeint le scientifique un peu différemment de l'image habituelle, moins un collectionneur de faits. Et plus un critique impitoyable, y compris de ses propres théories. C'est l'idéal en tout cas. Proposer des idées, c'est bien, mais les mettre à l'épreuve, c'est mieux. C'est en résistant à ces tentatives de réfutation que les théories gagnent leur valeur, leur trempe. Alors justement, ces théories. Au-delà de la réfutabilité, qu'est-ce qui fait une bonne théorie pour Popper? Il parle souvent de simplicité. Oui, la simplicité est importante, mais pas juste pour faire joli ou pour que ce soit facile à comprendre. Non. Non, pour Popper, la simplicité est directement liée à la réfutabilité. Ah bon? Comment? Une théorie plus simple, souvent c'est une théorie qui est plus précise, qui dit plus de choses sur le monde, et donc qui interdit plus de phénomènes possibles. Qui interdit plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons son exemple. Comparer toutes les orbites planétaires sont des cercles avec toutes les orbites planétaires sont des ellipses. D'accord. L'hypothèse du cercle est plus simple conceptuellement, moins de paramètres pour la définir. Oui. Mais justement, parce qu'elle est si simple et contraignante, elle est hyper facile à réfuter. Il suffit d'une seule observation d'orbite non circulaire et c'est fini. Mhm. L'hypothèse de l'ellipse, elle, est plus complexe. Elle autorise une plus grande variété de formes. Du coup, elle est moins facile à prendre en défaut. Ah, d'accord. Donc plus une théorie est simple et restrictive, plus elle s'expose à la réfutation. Exactement. Elle est plus audacieuse, elle prend plus de risques. Et c'est ça qui est bon, scientifiquement parlant. Je vois le lien. C'est la précision et l'audace qui comptent. Mais alors, imaginons, on a une théorie audacieuse, très réfutable. On la teste et elle résiste. Oui, Elle passe les tests, même les plus sévères. On n'a toujours pas le droit de dire qu'elle est vraie, selon Popper. non, jamais vrai au sens de vérifier définitivement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a gagné? On dit qu'elle est corroborée. Corroborer. C'est son terme. Oui, c'est un concept clé. Une théorie est corroborée si elle a survécu à des tests rigoureux, en particulier des tests qui auraient pu la réfuter, mais qui ont échoué à le faire. D'accord. Mais attention, il insiste beaucoup là-dessus. La corroboration, ce n'est pas une preuve de vérité, Ce n'est pas une probabilité qu'elle soit vraie non plus. non plus. C'est juste une évaluation de sa performance passée. Un peu comme un champion qui a gagné ses combats jusqu'ici. Ça ne garantit pas qu'il gagnera le prochain. C'est un bilan de sa résistance, en quelque sorte. Provisoire. C'est exactement ça. Une théorie fortement corroborée, c'est une théorie très réfutable qui a montré une grande résistance face aux tentatives sérieuses de la démolir. Elle a du cran. D'accord, c'est plus clair. Mais comment on fait ces tests concrètement? On a une théorie, des prédictions. On les compare à quoi? Au fait? On les confronte à ce que Popper appelle des énoncés de base. Des énoncés de base. Oui, ce sont des affirmations très spécifiques, singulières, sur des événements observables. Par exemple, ce signe-là, observé à tel endroit, à tel moment, est noir. D'accord, un compte-rendu d'observation très précis. Voilà. C'est ce type d'énoncé qui, s'il est accepté et contredit une prédiction de la théorie, permet de la réfuter. Mais là, on arrive à un point un peu vertigineux que Popper aborde lui-même. Ces énoncés de base, ces observations, sont-ils vraiment si objectifs et neutres que ça? Ah, excellente remarque. Non, justement. C'est une autre critique importante qu'il fait. Il n'y a pas d'observation pure. Non. Pour Popper, toute observation est déjà imprégnée de théorie. Theory-laden, comme on dit en anglais. Même une observation simple? Oui. Quand on dit « voici un verre d'eau », on utilise des concepts « verre »,« eau ». Hmm. Ces mots ne désignent pas juste l'instant présent. Ils renvoient à des attentes, des propriétés dispositionnelles. Le verre est cassable, l'eau mouille, éteint le feu. Ce sont des universaux chargés de présupposés théoriques. Donc, l'observation est déjà une interprétation. Toujours. Une interprétation à la lumière de nos attentes, de nos connaissances, de nos théories, implicites ou explicites. Alors là, attendez. Si même la base empirique, les observations qui servent à tester les théories, sont elles-mêmes chargées de théories. Oui. Mais sur quoi repose la science au final, si le sol n'est pas du roc solide et certain? C'est la question cruciale. Et la réponse de Popper est assez pragmatique, presque conventionnaliste. C'est-à-dire? Il dit qu'accepter un énoncé de base, par exemple, le résultat de cette mesure est X ou ce signe est noir, ça ne vient pas d'une certitude absolue tirée de nos sens. Non. Non, c'est le résultat d'une décision. Une décision prise par la communauté scientifique. Une décision. Ça paraît un peu subjectif, non?
Ou arbitraire? Pas complètement arbitraire, c'est une décision méthodologique, guidée par des règles. L'énoncé doit être spécifique, observable et surtout testable par d'autres. Intersubjectif. D'autres doivent pouvoir vérifier. C'est essentiel. Popper compare ça au verdict d'un jury. Ah oui? Le jury écoute les preuves, délibère et prend une décision, coupable ou non coupable. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est une décision, faillible, mais nécessaire pour clore le débat à un moment donné. Et les scientifiques feraient pareil avec les énoncés de base? En quelque sorte. On décide collectivement qu'un énoncé de base est suffisamment fiable, suffisamment testé pour servir de point d'appui pour tester la théorie générale. On s'arrête quand on juge que c'est assez stable. Il utilise une image, je crois. Oui, celle des pilotis qu'on enfonce dans un marécage. C'est ça. On enfonce les pilotis jusqu'à ce qu'on estime que ça tient assez pour construire quelque chose dessus. Mais on sait bien qu'en dessous, ce n'est pas le roc. C'est une fondation stable mais conventionnelle et potentiellement révisable. D'accord. L'image est très parlante. La base empirique est solide par accord, pas par nature. Mais alors, ça rend les choses encore plus complexes pour certains types de théories, non? Je pense aux probabilités. Ah oui, le problème des énoncés probabilistes. Popper le reconnaît lui-même. Logiquement, un énoncé comme «la probabilité d'obtenir pile est 1/2» n'est pas réfutable. En effet, quelle que soit la séquence de lancers observée, même 100 fois face, elle n'est jamais logiquement incompatible avec l'énoncé probabiliste. C'est juste très improbable. Et ça, c'est un sacré caillot dans la chaussure de sa théorie de la réfutabilité. Surtout que la physique moderne? Notamment la mécanique quantique est pleine de probabilités. C'est un vrai paradoxe. Alors comment il s'en sort? Il abandonne son critère? Non, non. Sa solution est astucieuse. Elle est, encore une fois, méthodologique. C'est-à-dire? Il dit « d'accord, logiquement, on ne peut pas réfuter. Mais en pratique, les scientifiques adoptent une règle de conduite. Laquelle? Si une théorie probabiliste prédit qu'un événement est extrêmement improbable, genre les chances sont infimes, et que cet événement se produit quand même de manière répétée et contrôlable, Oui. eh bien, on décide de considérer que c'est une falsification pratique. On rejette la théorie, non pas parce qu'elle est logiquement contredite, mais parce qu'elle rend les faits observés si incroyablement improbables qu'il devient déraisonnable de s'y accrocher. C'est une sorte de convention, encore une fois, une réfutation au seuil de l'improbable. On peut voir ça comme ça. Une décision méthodologique pour que les théories probabilistes restent, malgré tout, testables et critiquables dans le monde réel. D'accord. Il a d'ailleurs pas mal écrit sur les probas et la quantique, en essayant toujours de défendre cette approche basée sur la testabilité statistique. Oui, il cherchait une interprétation objective, statistique, des phénomènes quantiques contre certaines interprétations qu'il jugeait trop subjectives. Toujours cette obsession de la testabilité. Bien. Alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, la science, pour Popper, ça avance comment, si ce n'est pas par accumulation de preuves? Ça avance par essai et erreur. C'est un processus darwinien appliqué aux idées, si on veut. Essai-erreur. On lance des conjectures audacieuses, les essais, on les soumet à la critique la plus sévère, aux tests les plus rigoureux, la recherche des erreurs. Et on élimine celles qui ne survivent pas. Exactement. L'élimination de l'erreur est le moteur du progrès. En se débarrassant des théories réfutées, on apprend sur le monde, on affine notre compréhension et on est poussé à chercher des théories encore meilleures. Ce qui met l'accent sur l'importance capitale de l'attitude critique. Fondamentale. La volonté de chercher l'erreur, y compris dans ses propres travaux. La discussion rationnelle, ouverte, où le but est de tester les idées, pas de les défendre à tout prix. Une certaine humilité face à nos propres constructions intellectuelles. Tout à fait. Et ce processus d'élimination nous mène, idéalement, vers des théories, pas vraies, mais de plus en plus vérisimilaires. Vérisimilaire, ouais. C'est-à-dire plus proches de la vérité. Des théories qui expliquent plus de choses, plus profondément, plus précisément, donc plus réfutables, et qui englobent les succès des théories précédentes, tout en corrigeant leurs erreurs. Comme Einstein englobant Newton, qui englobait Kepler et Galilée. C'est l'idée. Un progrès par remplacement de théories par de meilleures théories, plus larges, plus testables. Il y a cette citation forte que vous avez mentionnée tout à l'heure sur le fait de risquer ses idées. Oui. Des idées audacieuses, des anticipations injustifiées et de la pensée spéculative sont nos seuls moyens d'interpréter la nature. Ceux parmi nous qui ne sont pas disposés à exposer leurs idées au risque de la réfutation ne participent pas au jeu scientifique. Le jeu scientifique, c'est une belle image. Il faut oser jouer, oser risquer de perdre. C'est ça, ne pas chercher la sécurité de la confirmation, mais l'épreuve du feu critique. Bon, si on devait résumer les points clés de cette exploration dans l'univers de Popper. C'est vraiment un renversement. Oui,
On passe de la quête de certitude par la vérification inductive. À la recherche de connaissances objectives, mais toujours conjecturales, via la méthode déductive et la critique impitoyable. Avec la réfutabilité comme critère de démarcation. Ce qui distingue la science, c'est sa capacité à être potentiellement prouvée fausse. Ce qui implique que nos meilleures théories scientifiques actuelles, eh bien, elles ne sont que des conjectures. Des conjectures remarquablement bien corroborées, qui ont résisté à tout ce qu'on a pu leur opposer jusqu'ici. Mais elles restent provisoires. Susceptibles d'être dépassées demain. Toujours. La vérité en science n'est pas une possession définitive, mais un idéal régulateur. Un horizon qu'on cherche à approcher par tâtonnement en éliminant les erreurs. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Si même les piliers de la science sont, au fond, des conjectures faillibles, comment est-ce que ça devrait influencer notre regard sur les faits scientifiques qu'on nous présente souvent comme des vérités établies? Est-ce que cette vision de Popper, plus critique, plus modeste peut-être, change notre rapport à la connaissance scientifique et à son autorité? C'est une excellente question à méditer. Voilà, qui conclut notre discussion approfondie sur la logique de la découverte scientifique de Karl Popper. Un grand merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci à vous.